Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture dans lequel nous allons parler de lecture, bien sûr, de livres lus. On va parler de réception livresque, d'achat et d'un salon. Et on commence tout de suite avec ce salon. Donc, c'était il y a 10 jours, je suis pas très en avance dans l'enregistrement de mes vidéos, il y a 10 jours, il y avait le festival sans nom à Mulhouse. Et eh bien, vous savez, ce festival, je l'attendais avec impatience, je l'ai énormément préparé depuis plusieurs mois, puisque j'ai mon petit badge là, parce que j'étais jury. Voilà, ça c'était trop chouette, c'était une expérience vraiment géniale. Vous avez pu suivre cet été mes lectures, etc. J'ai fait de sacrées bonnes découvertes et c'était, enfin rien que pour ça, c'était hyper précieux déjà. J'avais déjà commencé la trilogie 93 d'Olivier Norek, mais grâce au fait d'être jury, j'ai continué puis j'ai été jusqu'au bout pour lire Dans les brumes de Kaplan. J'avais commencé la série Kahanak de Momalo, eh bien en étant membre du jury, je devais lire le 4e tome, donc j'ai lu plus vite que prévu cette série, mais c'est une série que j'aimais, et voilà. J'ai découvert les livres de Maxime Girardot que j'ai énormément apprécié, et vous le savez, d'ailleurs mon mari est en train de lire Ego, et il adore, donc je suis trop contente. Et voilà, j'ai fait pas mal d'autres découvertes. Le livre gagnant, d'ailleurs, qui a remporté le prix du festival sans nom de Mulhouse, eh bien c'est le livre de Nathalie Hugues et Jérôme Camus, et qui sont très très sympathiques. Et voilà, donc j'avais préparé tout ça, donc cet été j'avais lu les livres pour que je devais lire en tant que membre du jury, qui était une expérience vraiment incroyable. Et ensuite, il y avait 30 auteurs, dont beaucoup que j'apprécie, et j'avais certains livres de ces auteurs dans ma palle. Et donc, depuis début septembre, en fait, jusqu'à fin août, j'ai lu les livres parce que j'étais jury, donc j'ai lu les livres pour ce prix et les précédents tomes. Donc, comme je disais, il y avait la trilogie 93 et on lisait le tome suivant, cette trilogie. Il y avait le 4e tome de Momalo, il y avait le 2e tome de Maxime Girardot. Donc voilà, mon été a été un peu rythmé par ces lectures qui étaient assez chouettes, je dois l'avouer. Et à partir de début septembre, en fait, j'ai régulièrement enlevé des livres de ma palle d'auteurs qui étaient présents. Je vous le disais pas forcément, mais j'ai lu J'irai tuer pour vous d'Henri Lovenbruck, que j'avais acheté à Brive, et là, Henri Lovenbruck était carrément le parrain de cette 10e édition du Festival sans nom, donc j'avais envie de lire le livre que j'avais de lui dans ma palle, et j'avais envie éventuellement de lui en acheter un si j'avais accroché. Et j'ai accroché, donc j'en ai acheté un. Et voilà, ça a été comme ça. J'avais un Claire Favant, pareil, que j'avais acheté à Brive, donc de la même façon je l'ai lu, il était très bien, La chair de sa chair, excellent thriller, très très bon, donc j'avais très hâte de la revoir. Voilà, donc tout ça depuis début septembre, mais en fait c'est vraiment de tous les salons que j'ai pu faire dans ma vie, salons littéraires, hein, parce que j'en ai fait d'autres des salons, mais le tricot ne vous intéresse pas. Donc de tous les salons littéraires que j'ai pu faire, c'est celui que j'ai le plus préparé en fait. Alors, ça fait très scolaire dit comme ça, mais vraiment je l'attendais avec impatience. Et ça a été juste magique, ça a été au-delà de ce à quoi je m'attendais. Eh bien, j'ai retrouvé NJ de Madame Chachali là-bas. D'ailleurs, je la remercie ainsi que Déborah. Eh bien, je remercie NJ parce que c'est grâce à elle que j'ai fait partie du jury, et je remercie énormément Déborah de nous avoir fait vivre un week-end incroyable. On a pu voir ce que c'était en fait d'organiser un salon. On a été un peu dans les coulisses, alors pas totalement, je veux dire on n'a pas été bénévole, etc., mais on a pu voir un peu comment ça s'organisait, et j'ai été assez impressionnée en fait par le travail, le temps, l'investissement, pour que tout se passe bien, pour que les gens soient bien, pour que tout se déroule bien, pour que les auteurs soient bien. Enfin, c'est assez impressionnant en fait.
et pouvoir voir un petit peu de ces coulisses, pour pouvoir voir un petit peu de ce que les auteurs vivent en fait en dehors du salon, en marge du salon, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça a commencé pour nous vendredi soir avec l'annonce justement des gagnants des différents prix, dont le prix du festival sans nom. Et voilà, participer à cet événement assez privé et voir des auteurs, bah justement revoir voir Maxime Girardot que j'avais jamais vu, j'avais fait un live avec lui sur Instagram et pouvoir échanger enfin c'était dingue, voir Mathieu Le Serre alors que 2 jours avant je l'avais en live sur Instagram et dans un côté très informel. Alors non pas qu'on fait des lives très pro, parce que pas du tout, c'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je fais. Je suis pas journaliste. Mes questions, c'est ce à quoi je pense. C'est des questions de lecteur, mais il y a un côté voilà très informel et tout ça. Voir Tillier juste à côté et tout. Enfin, moi je trouve, enfin ça fait partie. C'est un salon dont je me rappellerai longtemps. On a vécu, je vais pas tout vous raconter, il y a des choses qui sont privées, enfin voilà, j'ai des souvenirs très précieux, des moments magiques, dont une une fin de soirée dans Mulhouse samedi soir avec des auteurs, enfin c'est le truc mais incroyable, enfin c'était dingue, c'était dingue. Et donc tout ce qui était en marge du salon était assez fou. Même l'hôtel, on était dans l'hôtel des auteurs, c'est-à-dire qu'on on prend notre petit déjeuner à côté voilà, d'Alexis Leibsker, d'Olivier Norek, de Tillier, de Nicolas Lebel. Enfin voilà, tout ça, c'est fou, c'est fou. Et voilà, je garderai vraiment de très 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 précieux souvenirs et je remercie encore 1000 fois Angie et Déborah pour ça, parce que j'ai vraiment conscience que c'était incroyable, que c'était magique et que bah c'est pas à chaque fois. Voilà, c'est pas à tous les salons qu'on peut vivre ça. Et puis les auteurs de polar, les auteurs et les autrices de polar sont mais top quoi. Enfin, ils se prennent pas la tête. Je dis pas que c'est le cas ailleurs, hein, j'en sais rien, mais en tout cas là clairement c'est une bonne ambiance, c'est très bien. Eh bien, au niveau des auteurs, j'en ai vu pas mal. Alors, je me suis organisée pas très bien sur mon petit tabouret. J'en ai vu pas mal, j'ai fait quelques achats. Alors, j'avais amené quelques livres à faire dédicacer. Il y avait Sombre de Max Monnet, hein, c'était le livre, je l'avais chroniqué le vendredi matin. Je la vois le vendredi soir et après, elle me dit « Ah, mais c'est toi !» Ouais, oui, on avait changé un petit peu sur Instagram le vendredi matin, c'était très rigolo. Donc j'avais emmené celui-ci, j'avais emmené Persona de Maxime Girardot, j'avais emmené Surtension d'Olivier Norek, j'avais emmené il y en a un qui me manque, je sais plus. Et puis, ben, j'avais amené La part du démon de Mathieu Le Serre. Et en fait, donc quand j'arrive le samedi matin, je dis, bah voilà, j'amène mon livre à dédicacer. Puis il me dit, mais je te l'avais pas dédicacé à Saint-Maur. Ah bah si bien évidemment, puisque c'était là que je l'avais acheté et j'ai totalement zappé. Mais j'avais plutôt privilégié les petits formats plutôt que les grands formats pour une histoire de poids. Voilà. Et au final, bah, bêtement, j'ai ramené un qui était déjà dédicacé, puis il me l'a dédicacé une deuxième fois. C'est ainsi. Alors, dans les livres que j'ai achetés, alors, je vais les classer par auteur, voilà. Donc, Henri Lovenbruck, donc là, je le vois bien en face de moi, J'irai tuer pour vous. Et je lui ai pris Nous rêvions juste de liberté, parce que vous avez été plusieurs à me le conseiller sur Instagram. On est sur un pavé, mais alors de mémoire, J'irai tuer pour vous, on était sur du 832 pages, sans... vous savez, les chapitres s'enchaînaient sur la même page, un peu comme certains Agatha Christie chez Livres de poche. Là... Nous sommes sur 492 pages. C'est un livre tout fin. Et comment s'enchaînent les chapitres? Ah oui, c'est la même chose. Pour les chapitres, on est sur la même page. Voilà, c'est également chez J'ai lu. La couverture m'interpelle un peu, en fait, parce que j'ai envie de la retourner. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Et donc, bien évidemment...
tous les livres que je vous montre sont dédicacés puisque les auteurs étaient là. J'ai pris un livre de Johanna Gustafsson, Bloc 46 chez Hauteville. Alors pourquoi il m'a attirée? Il m'a attirée parce que nous avions ça, donc encore une fois, merci Déborah. Ça, c'est un cahier spécial dédicace. C'est excellent. On avait l'impression de redevenir ado, en fait, à avoir notre petit carnet de dédicaces. Et je trouve que c'est un peu le même principe, mais ça fait un souvenir incroyable. Donc voilà, le principe, c'est ça. On a un auteur. On a un petit rectangle blanc et puis à l'intérieur, on peut mettre un petit mot. Donc j'arrivais avec mes livres à faire dédicacer et puis mon petit carnet. Alors j'ai pas fait dédicacer par tous les auteurs, mais bah là, parfois tout est vide. Voilà, donc là, Maxime Girardot, Claire Favant, parfois tout est rempli. Et en l'occurrence, sur cette page, eh bien, je lisais un peu parce que je connaissais pas tous les auteurs. D'ailleurs, Momalo a mis son super tampon. Et du coup, là, ce que je disais sur Johanna Gustafsson, c'est bon, déjà, après avoir vécu 7 ans à Paris, puis 12 ans à Londres, elle est née à Marseille, elle s'installe en Suède, enfin, bon, tout ça, ça m'intéressait, mais c'est écrit « Nous enchantons avec son tandem d'enquêteurs féminins, Émilie Roy, profileuse de renom, et Alexis Castells, écrivaine spécialisée dans les tueurs en série. Elle nous balade, etc. » Et voilà, c'est ça en fait qui m'a attirée. Je suis un duo d'enquêtrices. Mais oui, je veux aller voir ça, voilà. Et alors en fait, comme c'est édité chez Hauteville, ça m'intéresse parce que j'ai pas lu de livre de chez Hauteville encore, je ne crois pas. Donc ça c'est plutôt chouette et puis voilà, Bloc 46, le titre m'intéressait et tout, donc c'est en fait c'est en lisant, en attendant dans les files d'attente voilà, notamment j'ai été plusieurs fois voir Tilly et ben, j'ai un petit peu attendu, et ben en fait j'avais mon petit carnet de dédicaces à côté, je le parcourais et tout, et puis je suis tombée sur ça, je dis non mais il faut que je la découvre. Donc voilà comment Bloc 46 est arrivé dans mes mains. Ah c'est rigolo. Ah, j'avais pas vu. Ah, mais c'est génial. Sa petite carte comme ça. Extra. J'avais même pas fait attention. Alors, en plus, faut savoir que moi, j'ai tendance, je fais dédicacer, je regarde à peine ce qu'ils écrivent. Et ça, c'est mon petit plaisir quand je rentre chez moi, quand je commence à tout ranger, je prends mes livres et je regarde les dédicaces. Ça permet de prolonger un petit peu. Alors, Franck Tillier, donc comme je disais, j'y ai été 2 fois. Bon, j'avais prévu de lui prendre 2 livres parce que Franck Tillier, je le vois pas tout le temps. Je savais que là, il y aurait un peu moins d'attente par rapport à d'autres grands salons et tout. Donc, je lui ai pris... J'ai pris quoi? Ah oui, j'ai commencé par ça. Je lui ai pris ces 2-là. Alors, celui-ci, Deuil de miel, c'est la suite du Train d'enfer pour Ange Rouge. Je me concentre pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Où on retrouve Charcot. Donc Charcot tout seul, Train d'enfer pour Ange Rouge, Deuil de miel. Et ça, c'est avec le nouveau design Pocket. Et si je continue ma petite parenthèse, ce qui l'a fait mourir de rire et ce qu'il montrait à ses copains. Alors, il avait à côté de lui Maxime Girardot, Nico Taquian, Nico Lebel, Olivier Ball. Il leur a montré à plusieurs reprises que quand on ouvre ce livre de Franck Tillier, donc nouvelle voilà, Pocket, etc., on tombe sur la biographie de Maxime Chatham. Et donc voilà, ça, 2e tome de Charcot. Je crois que c'est le 3e livre qu'il a écrit, mais 2e tome de Charcot. Ça, c'est le 2e livre qu'il a écrit, La Chambre des Morts, mais c'est le premier avec Anne Bell. Je l'avais déjà à la maison dans une édition vintage pourrie, et je m'en suis racheté un. Voilà, donc les 2 sont dédicacés, je suis trop contente. Donc ça, c'est le premier avec Anne Bell. Il y en a un second avec Anne Bell seul, mais que je n'ai pas trouvé là-bas. Enfin, il n'était pas sur la table de l'auteur, en fait. Et du coup, j'y suis retournée le lendemain et je lui ai pris le Syndrome E, qui est le premier tome avec Charcot et Anne Bell. Voilà, je pense ne pas avoir fait d'erreur. Donc, si je résume et si j'ai bien compris, si on veut commencer Charcot,
Alors on peut commencer par 1991, qui est le premier Charcot mais le dernier sorti. Voilà. Sinon, c'est Train d'enfer pour Ange Rouge et Deuil de miel. Donc on peut commencer par ça, ou on peut commencer par les 2 tomes avec Anne Bell, donc La Chambre des Morts et La Mémoire Fantôme. Et ensuite, le premier tome où on retrouve les 2, Anne Bell et Charcot, c'est le syndrome E. Donc avant de lire le syndrome E, c'est bien de lire la série Charcot, la série Anne Bell, et voilà. C'est ce que j'ai compris, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Donc le prochain que je vais lire, c'est celui-ci, Deuil de miel. Et toujours influencée par mon carnet de dédicaces, donc pareil, je continue à lire. Puis je tombe sur Ivan Ginberg, Grand prix littéraire du Festival Sans Nom 2020 pour Matière Noire. Déborah nous en a parlé parce qu'il y avait un apéro polar où on pouvait présenter nos livres et elle nous en a présenté pas mal dans celui-ci. Et donc, thriller coup de poing, palpitant, mais c'est pas celui que j'ai pris. Ivan Zinberg, pseudonyme d'un lieutenant de police français qui, après avoir exercé au sein des stupéfiants, aujourd'hui partie de la brigade des personnes disparues, nous offre des thrillers de haute volée. Voilà. Et alors moi j'ai pris celui qui s'appelle Miroir Obscur. Et en fait, Miroir Obscur est une suite, mais alors je voulais prendre un poche. Alors voilà comment il est. Il a une couverture très particulière, presque plastifiée. Je voulais prendre un poche pour 2 raisons. Déjà parce que le poche il coûte moins cher et j'ai des grands formats que j'ai achetés il y a 1 an à un salon que j'ai toujours pas lu et depuis ils sont sortis en poche, donc je veux éviter ça. Et puis c'est moins lourd dans la valise. Enfin, j'y suis allée, j'avais encore un peu mal à l'épaule. J'ai toujours plus ou moins mal à l'épaule, du coup j'avais pas trop envie de me surcharger. Mais il s'avère que c'est un tome 2 et le tome 1 était en grand format. J'ai pas compris. Mais bon, il m'a dit qu'on pouvait comprendre, etc. De toute façon, il avait déjà commencé sa dédicace dans le livre, donc quand on a parlé du fait que c'était un tome 2. Je suis partie avec. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai acheté. Bah du coup voilà, c'est tout. J'ai pas fait beaucoup de petites vidéos. J'avais fait un réel sur mon compte Instagram, quelques photos, mais voilà, tout ça c'est tellement peu par rapport à ce que j'ai vécu. Les images elles sont dans ma tête, elles sont dans nos discussions avec Angie, de ce qu'on a pu vivre et voilà. C'était incroyable, incroyable, c'était juste magique. Voilà, donc ça c'était le festival sans nom. Je passe maintenant aux livres que j'ai reçus. Quand je dis les livres que j'ai reçus, c'est aussi les livres que la famille a reçus, puisque je commence avec celui-ci qu'on a reçu ce midi. C'est un livre de chez Actes Sud Junior, Jean-Michel ne sait pas dire non. Voilà. Alors c'est très rigolo parce que la couverture est très cartonnée, assez épaisse, genre livre pour bébé, mais les pages en revanche c'est bien des pages assez fines et voilà un peu comment c'est à l'intérieur. Voilà, donc c'est pour les enfants qui débutent la lecture et vous savez que ma dernière elle est à fond dedans. C'est toute une série, hein. Il y a beaucoup de livres de Jean-Michel et apparemment c'est aussi c'est une série de livres mais aussi une série sur Oku. La série Jean-Michel Super Caribou. Alors, des éditions HarperCollins, j'ai reçu le tome 6 d'une enquête, une enquête de Loveday et Ryder. On sera au printemps 1962, les couvertures elles sont toujours magnifiques. J'ai le tome 5 dans ma palle qu'il faut que je lise pour pouvoir découvrir celui-ci. C'est vrai que j'avais fait une petite pause dans les séries de Cozy Mystery, notamment l'année dernière avec mon aventure de lectrice Charleston. J'avais fait beaucoup de lectures communes en 2021 avec son espionne royale, avec une enquête de Loveday et Ryder, etc. Et puis voilà, j'ai mis tout ça en attente, mais va falloir que je reprenne parce que les tomes s'enchaînent et moi je ne suis plus et ça me manque un petit peu. J'ai acheté chez J'ai lu celui-ci, Chasseur de sorcières de Max Sick, qui est donc un thriller finlandais. Si vous avez regardé mes épisodes précédents, vous devez comprendre pourquoi.
en plein épisode, en plein enregistrement, je découvrais que un livre que j'avais demandé en service presse, eh bien, était une suite, la suite de celui-ci. Et ça me tente vraiment beaucoup. J'adore les polars nordiques. Et partir comme ça avec un thriller finlandais, c'était plutôt sympa. Alors, j'ai reçu 2 livres et je ne sais pas pourquoi. J'ai reçu ces 2 livres de Sarah Vaughan, qui est une autrice que j'ai découverte avec Fragile Réputation, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, j'ai reçu Autopsie d'un drame et Anatomie d'un scandale chez Amazon. Ces 2 livres étaient dans ma wishlist. Et il n'y avait pas de mots, je les avais pas commandés, je sais pas comment ils sont arrivés à la maison. Mais je les voulais et je suis très contente, mais je ne sais pas qui remercier. Voilà, donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à me le dire, je suis extrêmement contente. Hein. Hop, et je termine dans mes réceptions avec 3 livres de chez Charleston. Alors, j'ai reçu des colis, tout ça, j'en fais des réels. Après que je mets sur Instagram aux réceptions de colis, et j'ai notamment reçu un énorme colis de Noël, une box de Noël de chez Charleston, dans laquelle il y avait plein de goodies. Il y avait un chocolat, un nounours là, en chocolat. Là. Il était bon, ça faisait 1 an que j'en avais pas mangé parce que j'en ai beaucoup mangé à Noël. Il y avait des sachets avec du cacao. Il y avait un serre-tête de Noël. Bon, il y avait plein de choses. Ma dernière a récupéré pas mal de petits trucs, une petite boîte à musique et tout. Trop mignon. Et puis, il y avait les 3 livres de Noël qui sortent chez Charleston cette année et que j'ai eu la chance de lire en tant que lectrice Charleston. Donc maintenant que ces livres sont sortis, alors ils sont sortis en librairie au mois d'octobre, eh bien il en reste un à sortir en novembre qui est un Lucinda Riley que j'ai déjà reçu, je vous en ai parlé. Et une fois que celui-ci sera sorti dans une semaine, eh bien ce sera terminé. Tous les autres livres Charleston qui sortiront, je ne les aurai pas lus. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup d'étapes dans cette fin d'aventure Charleston. Le moment où on lit la dernière ENC, le moment où on fait le formulaire, le moment où il y a l'appel à candidature pour être lectrice Charleston 2023, le moment où les lectrices Charleston 2023 sont annoncées, le moment où elles reçoivent leur ENC et qu'on se rend compte que on ne reçoit plus de ENC parce que c'est fini pour nous. Enfin voilà, il y a eu plein d'étapes et là vraiment quand le Lucinda Riley sera sorti, je pense qu'on pourra dire que c'est la toute dernière étape et après ce sera terminé. Donc ce que j'ai reçu, eh bien il y a celui-ci, Petit meurtre à Endgame d'Alexandra Benedict. Alors on est sur un roman de Noël particulier. Particulier parce que l'autrice veut jouer avec nous, elle nous met des... Alors, il y a l'histoire en elle-même, hein, voilà, mais elle nous met des... On a une sorte de règle du jeu, elle nous met des petits jeux pour nous, si vous voulez. Donc, il y a un petit extrait de ce que j'ai écrit. Ce livre est surprenant, le principe est top, c'est original et très sympa de faire jouer les lecteurs, une histoire agréable à lire, surtout à la période de Noël. Voilà, certains ont comparé ça à Agatha Christie. On a une sorte d'ambiance à la Agatha Christie, c'est sûr, mais c'est quand même pas Agatha Christie. J'ai vraiment passé un bon moment, justement ce petit côté Agatha Christie ça me plaisait, etc. Mais je peux pas dire, enfin Agatha Christie est mon autrice préférée, j'aurais du mal à me dire qu'on arrive à égaler ce qu'elle faisait quand même, hein, on n'est pas sur ce niveau. Mais c'était plutôt sympathique et il y a vraiment, enfin le côté du jeu était assez rigolo. C'est juste que c'était difficile de vraiment y participer, quoi. Voilà, Petit meurtre à Endgame. J'ai également reçu le livre de Noël de Sophie Jomain. Les personnages s'éveillent sous les flocons. Les couvertures des livres de Noël de Sophie Jomain sont toujours magnifiques. Enfin, de toute façon, c'est le cas même avec le livre suivant, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc le premier, c'était Les étoiles brillent plus fort en hiver. Le deuxième, Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Et là, les personnages s'éveillent sous les flocons. Ce ne sont pas des suites. En revanche, vous allez voir un personnage magique. Vous allez le voir dans tous les tomes et il est de plus en plus présent.
en fait, dans les tomes. Donc ça, c'est très rigolo. Mais en aucun cas, vous êtes obligé de les lire dans l'ordre, etc. Ou vous pouvez lire que celui-ci et vous comprendrez tout à fait. C'est juste une sorte de clin d'œil, en fait, pour le lecteur. Hop, et il était dédicacé. Alors, il y a un petit extrait de mon avis. Sophie Jomain a le don pour mêler comédie romantique de Noël avec un peu de magie, avec ce fameux personnage, et des sujets profonds. Vraiment, là, on va parler de différences. Je me rappelle plus le prénom du petit garçon. Non, j'arrive pas à retrouver dans la 4e de couverture, mais voilà. Un petit garçon différent, le regard des autres, la famille, comment la maman gère ça, s'organise, etc. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Son écriture est d'une telle justesse pour exprimer ce que ces personnages ressentent, une belle histoire de Noël que je vous conseille. Voilà. Et je termine avec le livre de Clarisse Sabart, Sous un ciel étoilé. Il s'avère que j'ai un live avec l'autrice ce soir. Et il s'agit du 4e tome de la série de livres de Noël de Clarisse Sabart. Je pourrais pas vous dire les titres dans l'ordre. La vie... Ah bah, on va m'aider. La vie est belle et drôle à la fois. La vie a plus d'imagination que nous. Et nous danserons sous les flocons. Pour terminer par Sous un ciel étoilé. Là, je vous conseille de les lire dans l'ordre. Vous pouvez les lire dans le désordre, c'est pas grave. Mais on se retrouve dans un même petit village, dans les 4 livres. Et dans les 2 premiers livres, on va trouver le même personnage. Puis ce personnage va devenir un personnage secondaire du 3e livre. Et le personnage principal du 3e livre, ainsi que le personnage principal des 2 premiers livres, vont se retrouver en personnage secondaire de ce 4e livre. Et c'est très rigolo parce que on les suit, on évolue, le temps avance, hein, c'est pas du tout 4 tomes qui se passent au même moment. Et donc, quelque part, il peut y avoir des petits spoils parce que il y a un côté comédie romantique, il y a un côté est-ce qu'un couple se formera ou pas. Bon, je sais, le suspense n'est pas insoutenable non plus. Mais, enfin, quand on le lit, si. Mais bon, si on prend un peu de recul, on se doute de comment ça va se terminer. Mais les couples sont formés en fait, donc voilà, ça peut être un peu spoilant si vous voulez. Donc voilà, ce livre, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est tout ce que j'aime en fait dans les comédies romantiques de Noël. Et c'est pareil, il est très beau. Alors, en fait là, ça brille. Hein. C'était comme sur le livre de Sophie Jomain où on avait les petits personnages ainsi que les flocons. Faut aller avec le titre. Hein. Voilà. Donc là, pareil, les étoiles, sous un ciel étoilé, ça brille. Alors, il y a un extrait de mon avis ici. J'ai beaucoup ri à certains passages. J'ai été très émue à d'autres. Une comédie romantique riche en émotions. J'ai eu l'impression de fêter Noël avec la famille de Chloé. Et en fait, des 4 livres, c'est mon préféré. Voilà, parce que je crois que Chloé est le personnage que j'ai préféré en fait. Et puis, il est dédicacé avec un mot qui m'a énormément touchée, émue. Donc, encore un immense merci à Clarisse Sabart. Voilà. Donc, ça, c'était les réceptions. Eh bien, on passe maintenant au livre que j'ai lu. Et entre chaque prise, je bois mon petit thé dans mon mug préféré. Alors, niveau lecture, écoutez, je suis partie dans des poches. Voilà. Du thriller, est-ce qu'on peut dire que c'est un thriller? C'est catégorisé comme un thriller. Oui, c'est un thriller. La frontière entre policier et thriller, elle n'est pas toujours évidente. Principalement des romans policiers quand même. On a du polar nordique, on a du polar guérisseur, on a un petit Agatha Christie et un Alexis Leipzger. Je sais plus si je les ai lus dans cet ordre-là. Non, je crois que c'était comme ça. Je les ai lus dans cet ordre-là, donc on va les chroniquer dans cet ordre-là. Je voyais l'auteur au festival Son nom à Mulhouse. La dernière fois que j'ai vu Alexis Leipzger, c'était à Saint-Maur-en-Poche. Et juste avant, en fait, Saint-Maur-en-Poche était un samedi et un dimanche. Et le vendredi soir, je le voyais à la nuit blanche des livres à la Garenne-Colombe. Et je lui avais pas pris de livre. Ah non, en fait, Alexis Leipzger, il a sorti 3 livres. J'ai reçu Les Poupées en service presse par Michel Lafon. J'ai lu Les Poupées, je me suis fait la réflexion.
Et je me suis dit, waouh, j'adore son livre, il faut que je découvre ce qu'il a écrit d'autre, surtout que son premier livre, Et avec votre esprit, qui avait reçu le prix Pocket, là, eh bien, je l'avais vu de partout et il m'intéressait vachement. Donc, j'avais très envie de prendre son premier livre, Et avec votre esprit, ainsi que le deuxième, Le Mangeur d'âme, puisque j'avais déjà lu le troisième. Aucun lien entre les trois livres, hein. Donc il n'y a aucun souci de les lire dans le désordre. J'ai lu le troisième, le premier, puis le second. Le premier, on l'avait lu en lecture commune avec le gang des tote bags, donc Estelle de Petite Lectrice, Florence de Flow Books et Angie de Madame Chachali. Et celui-ci, eh bien là, je voulais vraiment le revoir à un salon en lui disant c'est bon, j'ai tout lu. Parce que quand je l'avais vu à Saint-Maur et à la Nuit Blanche des Livres, j'en avais lu 2. Je venais de terminer Et avec votre esprit, que je venais de chroniquer. Et du coup, je ne pouvais rien lui prendre d'autre puisque les 2, je les avais achetés au Quai du Polar. Les 2 qu'il me manquaient. Donc voilà, du coup je me suis mise à jour juste avant d'aller au festival sans nom. On avait un petit peu échangé sur Instagram en message privé avant d'y aller. Le Mangeur d'âme. Le Mangeur d'âme, bon, c'est un livre qui est extrêmement prenant. C'est-à-dire que moi j'ai toujours, quand je commence un livre, j'ai toujours ce petit doute, ce petit... Puis même ce petit moment où il faut quelques pages pour entrer dans l'histoire. Alors je dis quasiment que des policiers et des thrillers, donc le rythme est quand même soutenu, mais... il faut quelques pages. Là, non, il ne faut pas quelques pages. Je veux dire, la première page, elle suffit. Direct. Alors, j'y suis allée avec un a priori hyper positif, puisque l'auteur, je le connais, j'apprécie ce qu'il fait, ça me plaît vraiment beaucoup. Mais là, vraiment, c'est un page-turner, clairement, et il faut très peu de temps, en fait, pour tout de suite être attrapé dans l'histoire. Et en fait, il a ce don, je trouve. C'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de tous les auteurs de policiers et de thrillers. Il a aussi autre chose que j'apprécie énormément. J'avais mis le doigt dessus dans le premier livre, donc j'ai été très attentive dans les 2 autres que j'ai lus. Alors, dans le premier livre que j'ai lu, hein, j'avais fait attention, qui est le 3e qu'il a écrit, mais bon, vous arrivez à suivre. Et donc là, j'ai fait très attention, et encore une fois, il a recommencé. C'est des dialogues ping-pong. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2-3 pages de dialogue entre 2 personnages. Et en fait, il passe ces 2-3 pages de dialogue sans rappeler à chaque fois « Gna 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 » dit-il. « Gna 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 » répondit-elle. « Gna 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 » lui répond-il. Non, les petits mots comme ça, il éjecte ça. Donc on a des dialogues ping-pong, ça fuse. C'est des phrases courtes, c'est des phrases percutantes et c'est un dialogue, voilà, c'est pas méchant, hein, c'est pas des dialogues violents ou je sais pas quoi, c'est juste on est dans une enquête, le temps est pressé, et ben tac tac tac, chacun, enfin il y a une discussion entre 2 personnages, entre deux enquêteurs et voilà, ça va assez vite et il y a des petits indices des fois. Par moments, ça m'arrive d'avoir perdu un peu le fil. Mais bon, quand on est comme ça, en plus, dans un dialogue ping-pong entre un homme et une femme, il y a toujours un moment donné où il va nous aider en disant « Tiens, je suis curieuse de savoir... » Ah oui, c'est elle. Bon, c'est bon, je reprends le fil et... Voilà. Et c'est ce que j'apprécie, en fait, parce que globalement, c'est en subtilité. Alexis Leipzger est un spécialiste de poker. Je trouve qu'il faut absolument pas l'oublier quand on lit un de ses livres, parce que c'est comme... Enfin, on pourrait se dire, mince, un spécialiste de poker versus un auteur de policier et thriller, c'est quoi le rapport? C'est le jour et la nuit? Ouais, mais non. Il utilise les mêmes compétences, en fait, dans les 2. Il va chercher à bluffer l'adversaire, à bluffer le lecteur. Et avec tout en subtilité, il n'arrive pas avec il n'arrive pas avec ses gros sabots, etc. Et j'apprécie énormément. Faut rester accroché dans le livre. On a des enlèvements d'enfants. On a, en fait, on a 2 enquêteurs. Il y en a un qui est là, une en l'occurrence, qui s'appelle Gardiano, le commandant Gardiano. Elle est plutôt là pour enquêter sur des meurtres. Mais alors des meurtres, enfin, je vous le précise pas à chaque fois sur le côté gore ou non d'un livre, parce que c'est pas ce qui me gêne le plus, en fait, dans un policier ou un thriller. Voilà, moi j'atteins mes limites sur d'autres styles de livres, je vous en ai déjà parlé, d'autres styles d'histoire, mais c'est pas sur ça que j'atteins mes limites. Donc c'est vrai que j'oublie peut-être parfois de vous le préciser, mais là on est sur du gore. Donc on a des scènes de crime qui sont... Et on a notre capitaine de gendarmerie de Roland, qui, lui, vient enquêter sur des disparitions d'enfants. Sauf que les lieux coïncident en fait, et il y a peut-être un lien entre les 2.
Voilà, donc ça veut dire il y a 2 histoires dans l'histoire, il y a 2 personnages, il y a un rythme haletant, il y a des scènes de crime, des vraies scènes de crime. Les gens, ils sont vraiment morts, il n'y a pas de doute. Voilà, et c'est très très prenant, et c'est totalement page-turner. Et le dénouement, il y a plusieurs dénouements, voilà. J'ai été bluffée et j'en redemande. Je veux les suivants maintenant, je veux lire les suivants et j'ai bien hâte. Voilà, donc Alexis Leipzger, c'est totalement un auteur que je vais continuer à suivre et où je vais y aller les yeux fermés sans me poser de questions parce que ça marche. Voilà, ça marche. J'ai lu Elma. Elma d'Eva Björk à Aegis-Dottir chez Point. Je l'ai lu parce que je suis jury du prix du meilleur polar, Point. Alors, c'est un livre qui a un rythme totalement différent. On est sur un polar nordique, un polar islandais. En fait, Eva à Aegis-Dottir a été découverte parce qu'elle a reçu le Blackbird Award, qui est le prix récompensant le meilleur espoir du polar islandais. Et il y a Ragnar Jonasson dans ce... Ah, voilà. Donc, le prix Blackbird Award, c'est un prix créé par Yrsa Sigurdardóttir et Ragnar Jonasson pour promouvoir les meilleurs espoirs du polar finlandais. Et donc, elle a gagné avec Elma. Et il y a un 2e épisode qui est sorti l'année dernière chez La Martinière qui s'appelle Les filles qui mentent. Elma, c'est le nom de l'enquêtrice. Polar nordique, un rythme un peu plus lent. Hein, on n'est pas sur du Alexis Leipzger, c'est clair. Je sais pas ce que je cherchais. Je l'avais dans ma palle depuis un long moment, je suis très contente de l'avoir enfin découvert et j'ai beaucoup aimé en fait. Je trouve que dans ce livre, on a un mélange entre du Ragnar Jonasson qui est un de mes auteurs préférés et on a un petit peu de Camilla Grebe, un tout petit peu. Et on a du Camilla Läckberg, notamment sur des secrets de famille et tout ça. Et ce mélange Camilla Läckberg, donc là Camilla Grebe, Camilla Läckberg, je suis partie en Suède, Ragnar Jonasson, je suis restée en Islande, et c'est hyper intéressant. Elma, en fait, elle exerçait à Reykjavik. Elle était inspectrice de la brigade criminelle, mais pour des raisons personnelles. On ne sait pas tout au début du livre, on en apprend encore à la fin. Pour des raisons personnelles, eh bien, elle est affectée au poste de police d'Akranes, qui est sa ville natale. Elle est retournée dans sa ville natale, elle a trouvé du boulot. Et bon, c'est un petit village et tout, les gens se connaissent. Donc, en fait, on a l'Islande qui est là, on a Reykjavik qui est là et Akranes qui est ici. Je sais pas si ça se dit Akranes d'ailleurs. Et en fait, on se retrouve avec le cadavre d'une femme. Alors, est-ce qu'elle est morte naturellement ? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un meurtre? Voilà, tout ça c'est long, puis on est dans un village. Alors le meurtre, c'est vraiment ce qui est tout en bas de la liste des possibilités, mais il s'avère que c'est quand même un meurtre. Et on est dans un village, donc il y a un petit côté huis clos, que j'aime beaucoup, hein, qu'on retrouve dans Ragnar Jonasson sur le côté huis clos, mais par le contexte en fait. Agatha Christie fait des huis clos parce que on est dans un château, il y a 10 invités, il y a un meurtre. Voilà, bon, bah, c'est comme ça. Là, avec Ragnar Jonasson et ici avec Eva à Aegis-Dottir, on est sur un huis clos géographique. On est dans un village, donc on est forcément dans un huis clos, un village islandais. Donc voilà, du coup on va se retrouver avec ces gens qui se connaissent depuis des années et des années, des histoires, etc. La personne qui est retrouvée morte, c'est une femme qui avait habité dans ce village, mais elle était partie et on ne sait pas pourquoi elle s'est retrouvée là. Elle devait rencontrer quelqu'un a priori, mais qui et pourquoi autant d'années après être partie. Tout au long de l'histoire, en fait, on a des chapitres qui sont entrecoupés de petits chapitres écrits en italique qui nous racontent comme ça la vie de quelqu'un, l'enfance de quelqu'un. On ne sait pas trop qui au début, puis bon, petit à petit, on comprend. Et il y a beaucoup de secrets, voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de secrets, etc. C'est assez prenant, même si on est sur un polar nordique. Pour un polar nordique, je trouve le rythme pas mal du tout. C'est le livre que je lisais en fait quand il y a eu le prix du quand il y a eu le salon du festival sans nom. Donc c'est quand je suis à un salon, je lis pas énormément. Hein. Quand je suis en week-end de salon, ouais, je peux passer une journée sans lire. Ça a été le cas du samedi, ce qui est assez incroyable chez moi. Mais donc je l'ai pas lu d'une traite. J'ai été entrecoupée par tout ça, mais ça m'a
pas fait perdre le fil, j'ai vraiment apprécié ma lecture et j'ai bien envie de retrouver Elma. Je me suis beaucoup attachée à elle. J'ai envie de connaître davantage cette autrice, donc j'ai très envie de lire son second livre. Voilà, ça y est, pour moi, j'adorais les Camilla Lackberg. Elle ne fait plus sa série avec Erika et tout. Peut-être que je retrouverai, peut-être que mon manque sera comblé par cette série de livres, je l'espère. Je continue avec Le Testament des abeilles de Natacha Calestrémé que j'ai acheté à la Nuit Blanche des Livres à la Garenne-Colombe au mois de juin. Il s'agit d'un polar guérisseur. Alors, Natacha Calestrémé, j'ai lu Les Clés de votre énergie. C'est un livre, La Clé de votre énergie, pardon, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait été conseillé par l'une d'entre vous, par rapport au côté... j'avais des soucis de santé que j'ai toujours plus ou moins, et enfin d'ailleurs en ce moment où je vous parle, je les ai vraiment, des brûlures, des irritations de l'œsophage, et sans remède, etc. Et ce livre m'avait énormément aidé. Il m'avait été conseillé pour m'aider, je l'ai lu, je l'ai écouté, hein, je l'avais passé en livre audio et effectivement il m'a beaucoup aidé. En fait cette autrice, cette ancienne journaliste, enfin ancienne, je sais pas si on peut être ancien journaliste parce que je pense qu'on garde toujours un peu la démarche journalistique dans tout ce qu'on fait. Mais bon, elle a eu plein de métiers, etc. Et bien, elle a écrit des polars guérisseurs. Mais ça date genre il y a 10 ans, vous voyez. Et je pense qu'ils se sont fait un petit relooking, ils ont eu le droit à un petit relooking. Journaliste, réalisatrice, membre de la Société des explorateurs français et membre des journalistes écrivains pour la nature et l'environnement. Ouais, 2011. Alors, dans ces polars guérisseurs, eh bien, en fait, il y a des protocoles qui ont été glissés. Des protocoles qu'on a dans La Clé de votre énergie. Ils sont glissés dans l'histoire. C'est pas... En fait, j'ai été très agréablement surprise parce que je ne savais pas à quel point ça allait être un polar, à quel point ça allait être un livre de développement personnel. Quand on regarde la couverture, on pense plutôt développement personnel. Quand on regarde les premières couvertures, on pense plutôt polar. C'est important de le souligner. Et c'est un excellent polar en fait. J'ai beaucoup apprécié, je me suis beaucoup attachée au personnage, j'étais vraiment bien dans l'histoire. C'est un excellent polar. Et effectivement, il y a une partie développement personnel qui est très bien amenée, voilà, dans l'enquête. Eh bien, la piste amène à un chaman. Et du coup, via le chaman, on va avoir ces protocoles qui vont être amenés, etc. Donc, c'est pas choquant, si vous voulez, ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe. C'est totalement mis dans l'histoire, etc. Et du coup, ça passe, en fait. Enfin, moi, ça me... comme je vous dis, j'aime les polars et les thrillers. Ce livre de développement personnel m'a plu. J'allais dans ce livre en espérant avoir un beau polar. Je l'ai eu. Et il y avait une petite touche. Voilà. Alors, c'est pas les protocoles qui me touchent le plus, qui ont été introduits, mais j'ai pas été gênée. J'ai pas trouvé ça balourd. Non, ça passe totalement. Puis il y a également tout un message autour des abeilles, etc. Donc il y a un message environnement et tout. Une sorte de prise de conscience, mais sans jugement en fait. C'est-à-dire que on va pas nous taper sur les doigts parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour la planète. Mais on nous met comme ça des petites idées. On les dépose. On les prend pas. Bon, c'est mieux de les prendre. Mais on les prend sans se braquer. Parce qu'on n'est pas venu nous taper dessus en nous disant vous agissez mal, il faudrait agir comme ça, c'est pas moralisateur, absolument pas. C'est instructif, il y a un côté scientifique en plus. Donc voilà, vraiment très très bien. Et j'espère pouvoir la voir à Brive et lui prendre le suivant. Et je termine avec ce livre, Passager pour Francfort d'Agatha Christie, qui est le livre que j'ai lu dans le cadre du Raid Christie 2022 sur le mois d'octobre. Je rigole, je rigole beaucoup parce que j'ai lu ce livre tard. C'est vrai que je fais souvent mes lectures d'Agatha Christie en fin de mois. Et donc, voilà, moi j'ai proposé ma sélection des Agatha Christie que j'allais lire pour le challenge en début d'année. Et certains ont suivi ma sélection, je les en remercie pour leur confiance. Mais ont plutôt lu ce livre en début d'année. Bon, il y a eu aussi d'autres personnes qui ont fait leur propre sélection et qui avaient choisi ce livre et tout ça. Et donc, ce qui fait qu'avant de l'avoir commencé, j'ai vu beaucoup d'avis.
mais alors des avis négatifs. Et on a même un groupe de discussion autour de ce challenge, et les personnes qui l'avaient lu n'hésitaient pas à dire que c'était assez négatif, et moi je l'avais toujours pas lu. Donc je savais pas. C'est mon autrice préférée, et j'ai plutôt envie, j'ai envie de lire tous ses livres, hein. Je participe à un autre challenge dans lequel je lis et chronique tous ses livres sur Babelio, mais est-ce qu'il allait être vraiment décevant et tout, donc j'y allais pas gaiement. En même temps, c'est un livre court qui fait 217, 215, 217, ah non, 220, pardon, 220 pages. Et puis pour une fois, c'est un livre de poche d'Agatha Christie où les chapitres commencent bien à la page suivante. Voilà, on n'est pas sur un enchaînement complet ça enfile pas comme le Henri Lovenbruck dont je vous parlais. Non, non, il y a un petit peu de place. Bon, je dois quand même vous avouer que c'est un Agatha Christie particulier. Certes, mais je savais qu'il était particulier avant d'y aller. Et je savais qu'il n'avait pas été un grand succès. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Passager pour Francfort, c'est un livre qui est sorti en 1970. Quelques petites années avant le décès d'Agatha Christie. Et bien après, les guerres mondiales. Agatha Christie, elle a vécu les 2 guerres mondiales et elle les a vécues à des âges où elle ne pouvait que s'en rappeler. Elle a eu un rôle pendant la Première Guerre mondiale d'infirmière, enfin peut-être pas d'infirmière, mais en tout cas un rôle pour soigner. Elle a été amenée à développer ses connaissances en médicaments, ce qui a fait qu'elle a eu un goût pour faire mourir ses personnages par empoisonnement grâce aux connaissances qu'elle a accumulées à ce moment-là. Et donc cette Première Guerre mondiale, elle l'a fortement vécue. Enfin, elle a été active. Et puis la Seconde Guerre mondiale, elle était encore plus âgée et donc pareil, de la même façon, elle l'a vécu. Elle ne pouvait que s'en rappeler, malheureusement. Je me suis souvent posé la question de comment est-ce qu'elle a vécu ça. J'avais lu une bonne partie de son autobiographie, j'avais lu les 80% de son autobiographie qui fait plus de 1000 pages. Et ça fait partie des choses que je cherchais en fait, mais bon, elle se livre pas beaucoup dans son autobiographie, hein. C'est une autrice qui aime jouer avec ses lecteurs jusqu'au bout. Et je trouve que dans les livres qu'elle a pu écrire pendant la Seconde Guerre mondiale, alors pendant la Première Guerre mondiale, elle a écrit La mystérieuse affaire de Styles, qui est le premier livre qu'elle a écrit et qui est sorti après la Première Guerre mondiale. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a continué à écrire. Et c'est notamment pendant cette période qu'elle a écrit les derniers livres qui sont sortis. Voilà, elle a pris un peu d'avance au cas où il lui arriverait malheur pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant les bombardements de Londres. Et en fait, les livres qu'elle a écrits à cette période ne mentionnent quasiment pas la guerre. Ils sont... je vais pas dire neutre, mais voilà, on se retrouve avec des Hercule Poirot assez semblables à ceux qu'elle a pu écrire avant. Donc on ne sait pas l'influence en fait du contexte dans l'écriture d'Agatha Christie, on le voit peu. Après, elle a écrit pas mal de livres d'espionnage. En fait, ce que je lis ces derniers mois d'Agatha Christie, c'est beaucoup de livres d'espionnage en fin de compte. Et c'est vrai que dans tout ce qui est espionnage, elle va puiser son inspiration dans les 2 guerres mondiales. Que ce soit Tommy et tu penses Beresford, ou que ce soit d'autres livres qu'elle a pu écrire, genre L'homme au complet marron, etc. Elle a écrit soit après la Première Guerre mondiale, soit après la Seconde. On va se retrouver sur des choses comme ça, où elle va parler davantage du contexte, où elle va aller un petit peu plus loin. Mais je trouve que là, elle va vraiment, vraiment plus loin. Ce livre est extrêmement moderne, je vous dis, il est sorti en 1970. C'est plus la même Agatha, elle sort pas de la Première Guerre mondiale toute jeune, elle sort pas de son divorce, elle sort pas de la naissance de sa fille, tout ça c'est derrière elle. Elle a acquis une grande expérience, une grande maturité, elle a vu énormément de choses, enfin je vous dis, elle a vécu les 2 guerres mondiales. Et en fait, il y a aussi autre chose qu'elle a vu, qu'elle a vécu. Il y a notamment Mai 68 qui ressort aussi dans ce livre. Et voilà, donc extrêmement moderne. Et là, elle va plus loin.
Alors, c'est pas un excellent roman d'espionnage, c'est pas un excellent roman policier. Il y a un dénouement à la fin, il y a quelque chose, mais on n'a pas l'impression d'être sur une enquête assez haletante. En revanche, autant elle peut faire des romans policiers assez simples, autant là on est sur un contexte géopolitique assez fort. Et il y a plein de choses qui vont ressortir. Donc c'est-à-dire que Hitler, elle va vraiment le nommer. Et on va se retrouver avec des nazis qui restent convaincus que Hitler est toujours vivant des années et des années après. Elle va nous mettre une sorte de, comme on peut voir certains thrillers biologiques, quoi. Elle nous introduit un truc comme ça. Ouah, c'est quand même pas mal, quoi. Enfin, c'était assez impressionnant. Alors le début est hyper prometteur, dans le sens où quand on lit le début, on se dit oh, on va être sur un excellent policier. Ah là vraiment. Bon, ce début, elle l'abandonne un petit peu pour passer sur son contexte géopolitique. Donc certains ont été déçus parce que on n'avait pas... moi, j'allais vous citer des dénouements d'Agatha Christie, je vais éviter de vous spoiler, mais on n'est pas sur des dénouements incroyables. Oui, on n'est pas sur une enquête vraiment folle. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de personnages, ça c'est Agatha Christie. Faut réussir à s'y retrouver, faut réussir à voir qui manipule qui, etc. Mais ce côté géopolitique, ce côté nazisme, tout ça, c'est des choses qu'elle ne s'autorise pas beaucoup dans les Hercule Poirot. Dans quelques nouvelles, mais du coup dans les nouvelles, elle ne perd pas son lecteur par la complexité. Là, elle va loin. Elle peut perdre son lecteur. Je pense que certains ont été un peu perdus. Enfin, je le sais puisque j'ai pu en discuter avec certains. Elle va loin en fait. Et je suis assez admirative de ça parce qu'elle montre une autre facette de sa personnalité. Elle montre une autre compétence qu'elle a. Et voilà. Donc du coup je l'ai bien aimé pour ces raisons-là. Alors qui ne sont pas les raisons pour lesquelles j'aime Agatha Christie, mais parce que moi qui me posais des questions sur Agatha Christie et les 2 guerres mondiales, et ben dedans j'ai eu des réponses. Donc Passager pour Francfort d'Agatha Christie. Alors je vais m'arrêter là, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Je me suis rendu compte en enregistrant au fur et à mesure, en avançant, en vous parlant et tout, que j'ai oublié 2 achats que j'avais faits. J'ai également acheté un livre de Nicolas Lebel et un livre de Claire Favant. Je vous les chroniquerai dans le prochain ou encore le suivant. Enfin, dans un épisode de podcast, c'est sûr. Mais du coup, je les ai mis plutôt dans une pile de livres lus et non pas dans les livres que j'ai achetés. C'est pour ça que j'ai oublié de vous en parler. Ce qui fait que je n'ai pas acheté si peu de livres que ça, j'en ai acheté 2 en plus. Je les ai lus, je suis contente de les avoir lus très vite, mais c'est parce que je me prépare pour Brive, qui est le prochain salon où je vais, et les auteurs seront présents. Donc je voulais, même s'il y a 2 semaines d'écart entre le festival Sans Nom et Brive, je voulais vraiment être à jour. Et puis ça a été de très bonnes lectures, donc je ne le regrette absolument pas. J'espère que cet épisode vous aura plu, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.